Eh bien, chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette 19e émission sur le thème la plus dangereuse superstition. Bienvenue pour cette 19e et avant-dernière émission de cette grande aventure de ce livre que j'espère vous prenez autant de plaisir que moi à découvrir. Alors, je m'aperçois, voilà, que mon casque était mal branché, ça y est, voilà, qui est réparé. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous manifester sur le chat. On va commencer par un petit bout de vidéo qui nous vient de Marc Passio. Je vous rappelle que Marc Passio, je vous l'ai présenté plusieurs fois à travers cette playlist qui vous présente 5 vidéos sur le thème la loi naturelle. Alors, merci à Jeanne Traduction qui en a fait la traduction extrêmement soigneuse en français, ce qui rend évidemment l'écoute infiniment facile et agréable. Et toute cette aventure que nous vivons ensemble est partie de la vidéo numéro 3 sur 5 concernant la loi naturelle. Je vais vous en faire entendre un extrait pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Et puis en attendant, n'hésitez pas à vous saluer sur le chat, à manifester votre présence. Vous savez à quel point ça nous fait plaisir. Alors je vous laisse environ 2 à 3 minutes en compagnie de Marc Passio et puis on va poursuivre cette émission. Si l'amour est présent, que la connaissance est assimilée, qu'elle a été comprise et que nous comprenons que nous sommes souverains et que nous exprimons la propriété de soi et la maîtrise de soi, quel état se manifeste dans la société? La liberté. La voici. La liberté ne peut se manifester que lorsque ces conditions préalables sont réunies. Elle ne peut pas se manifester par magie, par d'autres moyens. Si nous disons que nous voulons être libres, c'est le chemin que nous devons prendre. La conscience, l'acceptation de la vérité et la compréhension de notre propre souveraineté par la maîtrise de soi. Cela ne peut se produire d'aucune autre manière. Ce n'est pas possible. Voici l'image que j'ai choisie pour la liberté. Elle vient de la couverture d'un des plus grands livres, je pense, qui a été écrit par des mains humaines. J'ai lu beaucoup de livres dans ma vie et pour moi, dire ça, c'est un grand compliment. Je pense que je suis un assez bon juge des livres qui peuvent transmettre une certaine sagesse aux gens. Et je vous le dis, vous devez lire ce livre, La fin de tout mal par Jeremy Locke, si vous ne l'avez pas déjà lu. C'est l'image de couverture de ce livre. Un livre très rare à trouver physiquement en ligne. Si vous le trouvez à un prix décent, achetez-le et donnez-le à d'autres personnes ou vendez-le à d'autres personnes. J'avais un exemplaire physique de ce livre. Je l'ai prêté, puis j'ai oublié à qui je l'ai prêté. Ça, c'est un livre rare. Et je pense qu'il n'a été imprimé qu'à quelques milliers d'exemplaires. Il n'a jamais été réimprimé. C'était une impression unique ou quelque chose comme ça. Il n'a jamais été réédité. Vous trouverez ce livre à 150 ou 200 $ dans certains endroits. J'ai fini par le trouver sur une source étrangère en ligne pour 20-25 $. Et j'ai sauté dessus et j'ai enfin une nouvelle copie physique de ce livre. Un autre livre est celui de Larkin Rose, La superstition la plus dangereuse. Si on devait détruire tous les autres livres, je garderais ces deux-là. Ils sont à ce point importants. C'est l'image de couverture de ce livre avec des chaînes brisées qui retenaient la terre en captivité. Je pense que c'est une bonne image qui représente ce qu'est la liberté. Il ne s'agit pas de ma liberté,
Il s'agit de notre liberté. Il s'agit de la liberté pour tous les êtres. Et devinez quoi? Quand je dis notre, c'est en relation avec la Terre. Cela ne signifie pas seulement les êtres humains, cela signifie tous les êtres, y compris le règne animal. Donc, l'aspect positif de l'expression externe est la liberté, ou ce que j'appelle l'anarchie externe. C'est-à-dire qu'extérieurement, il n'y a pas de dirigeant. Il n'y a pas de conditions de maître et d'esclave. C'est ce que l'anarchie signifie. Alors, j'espère que vous avez trouvé inspirant ce petit épisode de la vidéo numéro 3 sur les lois naturelles, et vous comprenez maintenant d'où vient ce projet que nous sommes en train de réaliser avec vous, de la lecture intégrale du livre de l'Arkenrose, la plus dangereuse superstition. Et puis, on a reçu aujourd'hui par la poste celui que vous avez à l'écran, c'est-à-dire La fin du mal de Jérémie Locke. Alors, je ne résiste pas, vu que ça tient sur 2 pages, donc quelque chose de très concis, à vous lire le chapitre 1, et puis la dernière émission la prochaine fois, eh bien, nous lirons le chapitre 9, puisque précisément, ce chapitre 9, eh bien, figurez-vous qu'il porte le nom du livre, c'est-à-dire qu'il appelle la fin du mal. Alors, nul doute qu'on va y apprendre beaucoup, mais pour faire les choses dans l'ordre, eh bien, parlons pour l'instant du chapitre 1 qui s'appelle Liberté. Cette liberté dont vient de nous parler Marc Passio. Je vous rappelle que la liste de diffusion, en tout cas la playlist de ces conférences est disponible sur notre chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna, et que les vidéos elles-mêmes sont hébergées sur la chaîne YouTube de Jeanne Traduction. Donc, playlist sur notre chaîne, vidéo hébergée chez Jeanne Traduction. Vous en avez la liste et je vous recommande chaudement, évidemment, d'écouter chacune de ces vidéos et, comme nous l'avons fait pour nous-mêmes, de prendre des notes de façon à bien intégrer. Donc, voici un petit extrait pour démarrer cette 19e et avant-dernière émission du chapitre 1 de La fin du mal de Jérémie Locke. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut trouver, contrairement à ce que nous dit Marc Passio, peut-être que les choses ont évolué depuis sa prise de parole en conférence, on peut trouver La fin du mal soit sur bod.fr, librairie La fin du mal Jérémie Locke, comme vous le voyez à l'écran. Vous avez le lien, j'espère qu'il se distingue de bien. Alors, je vais peut-être vous les reposter séparément pour éviter tout mélange, et ce qui fait que vous pourrez vous procurer pour environ 5 €, 5,50 € ce livre que, évidemment, comme Marc Passio, je vous recommande chaudement. Donc voilà, voici un premier point d'achat. Et puis le deuxième, il est également présent sur Amazon, et d'ailleurs, d'après ce que je peux lire dans les dernières pages, il est imprimé tout simplement printed in France by Amazon, Bretigny-sur-Orge, FR. Donc, et la traduction, on la doit, si j'arrive à mettre la main dessus, on la doit à C.C. Atman, traduction française et annotation. Le texte anglais original date de 2005. Et ce livre commence par cet avertissement. Ce livre est juste le commencement. Alors, si je vous remets les mêmes choses, ça va peut-être pas aller. C'est celle-ci que je voulais vous montrer. Voilà, donc sous ce lien, vous pouvez vous procurer ce livre. Donc, je vous lis le chapitre 1, La liberté. Ou en tout cas, liberté, même sans l'article. La définition de la liberté est la valeur infinie, ce mot est très important, la valeur infinie de l'être humain. La définition du mal, écoutez bien, est la destruction de la liberté. Tout ce qui est mal enseigne aux gens qu'ils ont une valeur limitée. Très important de bien peser chaque mot. Alors maintenant, plusieurs thèmes dans ce premier chapitre. Les thèmes vont être courts à traiter. Il y a le thème simple, thème valeur de l'homme, le mal, liberté et vous. Je commence par simple. La vérité est toujours simple. Tous les gens reconnaissent la vérité car tous les gens sont des êtres intelligents. C'est la nature même du mal de créer artificiellement des concepts complexes. Il le fait pour cacher ou occulter la liberté qu'il détruit. Si vous supprimez les complexités et les peurs de votre vie, vous trouverez une vérité simple et belle. Cette vérité est la nature de votre valeur.
Deuxième thème, valeur de l'homme. Comprendre la liberté, c'est comprendre la valeur d'une personne. Tout ce que le mal veut, c'est dissimuler et détruire votre valeur. Toute autorité est créée par des hommes mauvais pour dissimuler votre valeur. Comprendre votre propre valeur, c'est comprendre la nature de la liberté. Alors dites-moi comment ça vous parle, tout ça. Thème suivant, le mal. La clé indispensable pour comprendre notre monde est de comprendre la nature du mal. Le mal conteste la valeur des gens en leur refusant la possibilité de faire leur propre choix, en les privant de la possibilité de devenir forts dans l'apprentissage et dans la compréhension. Thème suivant, celui qui donne le nom à ce chapitre, liberté. Tandis que le mal cherche à détruire ou à cacher la valeur d'une personne, la liberté montre aux humains leur plein potentiel et leur pleine valeur. Avec la liberté, les gens ont aimé, guéri des maladies, éliminé la faim, facilité le travail et vécu en paix. Avec la liberté, le bonheur est possible. La liberté est l'exact opposé du mal. Dernier thème dans ce chapitre 1, vous. Tout ce qui est écrit dans ce livre est écrit pour détruire les concepts de culture et de loi. La leçon de ce livre est simple. Rien sur la terre n'a plus de valeur que vous. Rien sur la terre n'a plus de valeur que vous. Et d'ailleurs, la dernière page de cet ouvrage dit ceci, ça tient en 2 lignes, ce livre n'enseigne qu'une seule leçon. Ce livre n'enseigne qu'une seule leçon, donc j'espère que vous allez la retenir. Vous avez une valeur infinie. Vous avez une valeur infinie. Eh bien voilà la manière d'introduire pour nous cette émission. J'espère qu'elle vous a plu autant à vous qu'à nous. Vous savez maintenant comment vous procurer ce livre. Et ce soir, c'est une sorte de lecture croisée que nous faisons, c'est-à-dire que nous faisons d'une autre manière, évidemment, ce qu'a fait Marc Passio, c'est-à-dire qu'on fait se rencontrer ces 2 ouvrages majeurs au sein d'une même émission. Évidemment, si on voulait aller plus loin, il s'agirait de faire… Alors bonsoir Christian, merci d'être là avec nous, un peu en retard, mais tout est OK pour nous. Donc, il s'agirait de prendre des notes en lisant chacun des livres et puis en cherchant leurs points communs, éventuellement en quoi ils sont complémentaires, en quoi les questions de l'un trouvent les réponses dans le deuxième ouvrage. C'est tout ça que je mets sous le thème lecture croisée. Alors, pour toi, Christian, qui vient de nous rejoindre, on vient de lire le chapitre 1 du livre La fin du mal, que vous avez actuellement à l'écran. Je vous ai montré comment vous le procurer pour environ 5 €. Et donc, version française, traduction, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques minutes, de C.C. Atman, et le texte anglais original datant de 2005. Donc voilà, et ce livre, voici les thèmes que vous y trouverez. Liberté, c'est le chapitre que je viens de vous lire. Terre, c'est le chapitre 2. Chapitre 3, autorité. Chapitre 4, culture. Chapitre 5, un des chapitres les plus importants du livre, tactique. Chapitre 6, démocratie. Chapitre 7, économie. Chapitre 8, le modèle de la liberté. Chapitre 9, qu'on vous lira demain soir, la fin du mal. Et puis annexe A, glossaire de la culture du mal. C'est un livre qui fait au total, si on y inclut l'annexe, eh bien, on va dire 107 pages, la dernière page étant réduite à 2 lignes. Je les répète, ce livre n'enseigne qu'une seule leçon. Vous avez une valeur infinie. Donc, j'espère que vous êtes parés pour cette émission tellement importante. Alors, ce tableau, ce glossaire de la culture du mal en annexe, j'espère que vous aurez envie de le découvrir. Ça se présente comme un tableau à 3 colonnes permettant de définir une trentaine de mots de 2 points de vue. Il y a une première colonne qui va donner le point de vue de la définition de la culture, et puis une deuxième colonne qui va vous donner la vraie définition. Donc, je vous prends un mot comme anarchie. Selon la définition de la culture, cela signifie chaos, désordre, violence des peuples non gouvernés. Selon la vraie définition, telle que la présente en tout cas l'auteur, l'anarchie n'existe pas. Il n'existe que la tyrannie.
Prenons le deuxième mot, puisqu'ils sont classés par ordre alphabétique, arrogance. Eh bien, dans la définition de la culture, la croyance insensée que vous êtes d'une grande valeur, ça, c'est ça l'arrogance. Alors que la vraie définition, l'arrogance, eh bien, c'est le début de la compréhension de votre valeur infinie. Vous voyez l'énorme différence selon que vous vous placez du point de vue de la définition de la culture, qui est un endoctrinement dont nous sommes quasiment tous victimes. Et puis, si nous recadrons les choses dans leur vraie définition, prenons le mot bravoure. Du point de vue de la culture, il s'agit de la noblesse, de l'obéissance à l'autorité. Alors que du point de vue de la vraie définition, il s'agit de la servitude jusqu'à la mort. Prenons un dernier mot pour aujourd'hui, le mot corruption. Eh bien, selon la définition de la culture, il s'agit d'un abus vis-à-vis de la loi. Alors que dans la vraie définition, la corruption, eh bien, c'est la loi. Alors, c'est peut-être pas rose, mais en tout cas, c'est la réalité. Je vais quand même encore vous en lire une parce que c'est la définition du crime. Alors, selon la définition de la culture, évidemment, le crime, c'est une destruction violente. Mais selon la vraie définition, eh bien, le crime, c'est la désobéissance à l'autorité. J'espère que ce tableau vous aide à voir plus clair, peut-être à retrouver le vrai sens des mots. Alors, on va y trouver, je ne vais pas tous vous donner ce soir les définitions, on pourra compléter un peu demain. On va y trouver des mots comme culture, cupidité, démocratie, égoïste, entreprise, esclavage, État, fin du monde, foi, folie, gouvernement, impôt, liberté. Alors, on va voir que selon la définition de la culture, la liberté, c'est un ensemble de droits délimités, alors que dans la vraie définition, la définition de la liberté, c'est la valeur infinie de l'être humain. On va également y trouver des mots comme loi, loyauté, mal, meurtre, monopole, nation. On va voir que dans la définition de la culture, une nation, ça se définit placé entre guillemets par le mot « nous », alors que dans la vraie définition, une nation, eh bien, c'est un groupe d'hommes armés qui vous tuera si vous ne lui obéissez pas. On va voir de n'être qu'un humain, ça fait partie des mots noblesse qui sont redéfinis, du mot police, du mot pouvoir. Dans la définition de la culture, le pouvoir, c'est un contrôle sur les autres. Dans la vraie définition, le pouvoir, c'est la liberté. Vous allez avoir également les mots racisme, sécurité, terrorisme, trahison. Et le dernier mot avec une lettre majuscule, la vie, avec un grand V. Et dans la définition de la culture, la vie avec un grand V, c'est une machine biologique fonctionnelle. Alors que dans la vraie définition, la vie avec un grand V, c'est la liberté parfaite. Est-ce que ça vous parle tout ça? Voilà, pour vous présenter ce livre dont je ne suis pas peu heureux de l'avoir reçu aujourd'hui. Ça a été vraiment senti un grand élan à la fois de curiosité, d'intérêt pour lire ce livre dont j'ai déjà commencé à dévorer pas mal de pages et dont je me promets de vous partager le dernier chapitre, ce qui fera chapitre 1 pour ce soir, chapitre 9 pour demain, qui s'appelle « La fin du mal ». Alors, ceci ne nous fait pas perdre notre, évidemment, projet, qui est de poursuivre la lecture de The Most Dangerous Superstition, la superstition la plus dangereuse, sachant que nous avons tellement bien avancé que nous sommes à l'avant-dernière émission, donc demain soir sera la dernière. Profitez de ces moments peut-être rares qu'on peut partager ensemble. Donc, je fais avancer le sommaire jusqu'à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire la 19e. Vous voyez à quel point on a fait un sacré bout de chemin ensemble. Et depuis le 17 août, c'est-à-dire l'émission numéro 14, on est dans la partie 4 qui s'appelle « La vie sans superstition ». On a déjà évoqué les thèmes, la solution, la réalité est une anarchie, la peur de la liberté, voire un monde différent. Dans l'émission numéro 15, mardi 22 août, un monde sans règles, penser différemment, parler différemment, l'enseignement de la morale versus l'enseignement de l'autorité, pas de plan directeur. On a évoqué mercredi 23 août, donc il y a maintenant une semaine, tu te gouvernes, je me gouverne, une autre société, des règles d'un autre type, vous avez tout ça à l'écran, et une organisation sans autorité. Enfin, hier, non, c'était pas hier, on a abordé jeudi 24 août, la défense sans autorité, mesures de dissuasion et d'incitation, j'ai trouvé ça intéressant au passage, l'anarchie en action,
Le mardi 29 août, donc on a évoqué l'éducation anti-autoritaire, donc là c'était bien hier. On a évoqué à mi-chemin, et puis le chemin vers la justice. Et ce soir, nous en arrivons enfin à l'émission numéro 19, les effets secondaires du mythe. Alors, sans plus tarder, eh bien, on va aborder ces effets secondaires du mythe. Vous avez maintenant sous les yeux, grâce à ce document interactif, dans quelques instants va apparaître l'émission 19. Je vous rappelle que ce document, il est maintenant, et c'est pas un peu de le dire, le plaisir que ça nous procure, il est maintenant à votre disposition et je vous mets la bannière quelques secondes pour que vous ayez bien en tête le lien de téléchargement. Vous avez maintenant la version intégrale en français, traduite par nos soins, évidemment avec l'aide d'un traducteur, mais en tout cas, l'assemblage n'a pas été un mince travail. Et donc, ça nous a pris de nombreuses heures, également environ 2 à 3 heures par semaine pour chaque fois 3 émissions. Je vous laisse faire le calcul. Donc, une bonne vingtaine d'heures. Alors, le lien, je vous le lis, https:// vous l'avez sous les yeux qui défile, sh, comme le début du mot short en anglais, sh.brest.buzz/tmds, qui sont les premières lettres de The Most Dangerous Superstition, c'est-à-dire le nom du livre en anglais. Alors notez bien ce lien et n'hésitez pas à faire l'expérience de ce téléchargement intégral de façon à disposer d'une version écrite que j'espère vous allez avoir à cœur, comme nous faisons nous-mêmes, de faire connaître autour de vous de façon à engager des discussions instructives et qui nous fassent tous et toutes avancer ensemble. Alors, dites-moi s'il y a d'autres que Christian, que je remercie d'être là, qui sont parmi nous. Là, à mon compteur, vous êtes 9. Et on va, pour notre part, aborder les effets secondaires du mythe. La consigne de vous demander, autant que vous le pouvez, de noter à chaque fois eh bien, les mots, les expressions employées demeure, parce que c'est une consigne qui nous tient à cœur. Si vous écoutez Marc Passio, vous verrez que, selon lui, l'argent spirituel, eh bien, ça tient à deux dimensions qui sont le temps que vous consacrez à quelque chose et l'attention que vous y mettez. Donc, plus vous allez mettre de l'attention dans l'écoute de ce soir, en particulier en vous assurant que vous êtes en mesure de restituer les mots, les expressions employées, eh bien, plus vous allez devenir riche de cette lecture. Alors, les effets secondaires du mythe, vous les voyez à l'écran. Je vous rappelle que le document que vous avez sous les yeux, qui est en libre téléchargement maintenant, est interactif, c'est-à-dire que si je clique sur la petite flèche qui se trouve à droite des effets secondaires du mythe, eh bien, comme vous pourrez le remarquer dès que vous l'aurez téléchargé, le document, vous vous retrouvez, comme vous venez de le voir à l'écran, évidemment, dans la partie du sommaire des émissions 12, 13, 14, 15. Et donc, pour retrouver l'endroit où j'en étais, qui consiste en l'émission 19, il faut simplement que je redéfile un petit peu mon écran jusqu'à l'émission 19, et en cliquant sur les effets secondaires du mythe, je navigue ainsi de manière très facile dans mon document. Donc, nous y revoilà, ce qui va nous permettre d'entamer maintenant cette émission. L'histoire ne manque pas d'exemples de l'inhumanité de l'homme envers l'homme, d'exemples d'oppression et de souffrance, de violence et de haine, et de situations et d'événements qui ne donnent pas une bonne image de la race humaine en général. Et bien que nombre des injustices les plus flagrantes de l'histoire aient été le produit évident de la croyance en un gouvernement, comme la guerre et l'oppression manifeste, beaucoup d'autres injustices qui ne sont généralement pas attribuées à l'action d'un gouvernement auraient également été impossibles sans l'implication de l'autorité. Alors, parmi les mots qu'on peut noter dans ce premier paragraphe, eh bien, il y a effectivement la négation de notre humanité, c'est-à-dire l'inhumanité de l'homme envers l'homme.
On a parlé d'exemples nombreux, évidemment, d'oppression et de souffrance, une expression que vous pourriez noter soit sur le chat, soit sur un petit calepin. On a parlé évidemment de violence et de haine, et puis l'expression la plus récurrente dans le livre, puisque c'est son thème, la croyance en un gouvernement, le mot croyance se référant le plus souvent à des croyances de nature religieuse, mais là vous voyez que cela introduit en quelque sorte une similitude entre un gouvernement et une religion. Alors voilà, et puis évidemment le mot qui revient constamment, le mot autorité, puisque c'est cela dont il s'agit, un gouvernement, et comme vous l'avez appris comme moi, le détenteur d'une autorité, et c'est au nom de cette autorité qu'il peut se permettre toutes les actions qu'aucun citoyen n'aurait pour sa part le droit de faire lui-même. Et c'est évidemment la porte ouverte, comme chacun peut le constater, à tous les abus. Alors, deuxième paragraphe sur ce thème, les effets secondaires du mythe. Eh bien, outre l'exemple de savoir si, où est-ce que j'en suis? Outre l'exemple de la question de savoir si l'esclavage aurait pu exister, s'il n'avait pas été appliqué entre guillemets légalement, comme mentionné ci-dessus, des questions similaires pourraient être posées au sujet du traitement des Indiens d'Amérique. Sans les décrets autoritaires du gouvernement et les mercenaires de l'État chargés de les faire appliquer, y aurait-il eu un effort concerté d'une telle ampleur pour exterminer ou expulser par la force les indigènes des terres qu'ils habitaient depuis des générations? Avouez que c'est quand même une excellente question. Il est certain qu'il y aurait encore eu de petits conflits dus au choc des cultures et à la demande de terres agricoles et de chasse, mais aurait-il été dans l'intérêt personnel de quiconque de s'engager dans un combat violent à grande échelle? Donc, parmi les expressions employées, on peut retenir le traitement des Indiens d'Amérique, évidemment les mercenaires de l'État chargés de faire appliquer ces lois. Il a été question d'esclavage, et puis après, il a été question d'expulser par la force les indigènes des terres qu'ils habitaient depuis des générations. Alors, le paragraphe suivant, alors merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes à présent 14, eh bien, paragraphe suivant, après la fin de l'esclavage ouvert aux États-Unis, à peu près au moment où l'esclavage légal, l'impôt sur le revenu, a vu le jour, les tensions raciales et les conflits violents se sont poursuivis. Nombreux sont ceux qui pensent que le gouvernement est alors intervenu et a sauvé la situation. En réalité, les conflits violents entre les races ont été encouragés par l'autorité. Pendant de nombreuses années, la ségrégation raciale a été imposée de force par des lois. Ironiquement, les tensions raciales ont ensuite été exacerbées par l'intégration imposée par le gouvernement qui cherchait à contraindre les personnes de races et de cultures différentes à se mélanger, qu'elles le veuillent ou non. Là encore, la violence a été au rendez-vous. Pendant tout ce fiasco, certaines entreprises et écoles, si elles avaient été laissées libres, auraient choisi la ségrégation et d'autres l'intégration. Si le gouvernement n'avait pas essayé d'imposer de force une politique officielle à tout le monde, les parents auraient pu simplement choisir les écoles où envoyer leurs enfants, ségrégés ou non, et les clients auraient pu simplement choisir les commerces qu'ils fréquenteraient, ségrégés ou non. Non seulement une grande partie des violences commises contre les Noirs l'ont été directement par les forces de l'ordre du gouvernement, c'est-à-dire la police, mais même une grande partie des violences commises par des particuliers étaient le résultat de la colère des gens qui étaient contraints par le gouvernement de traiter avec des personnes d'une autre race et d'une autre culture. Alors dites-moi comment tout cela vous parle. Il est absurde de penser que le fait de forcer les gens à se séparer ou à se réunir rendra les gens plus heureux, plus gentils, plus ouverts d'esprit et plus tolérants. Dans aucun des deux cas, l'intervention autoritaire n'a servi la paix ou la sécurité de l'une ou l'autre race. Bien qu'il soit impossible de dire exactement à quel point la ségrégation et le racisme auraient été répandus ou prolongés sans l'intervention du gouvernement, le bon sens veut que si les personnes de toute race et religion ont la liberté de choisir avec qui s'associer, cela permet au moins à des cultures très différentes de coexister pacifiquement. Mais lorsque le gouvernement s'en mêle et que le débat porte sur le fait de forcer les races à rester séparées ou de les forcer à se mélanger,
il est évident que certaines personnes seront irritées dans un sens ou dans l'autre et à juste titre. Alors, vous ne pouvez pas ne pas avoir noté que le mot gouvernement est revenu plusieurs fois dans ce paragraphe et qu'il a été une nouvelle fois question des forces de l'ordre du gouvernement et de toutes les souffrances, pour faire simple, que cela, en fait, a occasionné par cette intervention gouvernementale. Vous avez également noté que, en fait, l'action du gouvernement, eh bien, ça a entraîné tout simplement un véritable fiasco. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, on en est toujours pour l'instant dans ce paragraphe, les effets secondaires du mythe. Et puis, on va entamer donc le paragraphe suivant, toujours dans ce thème. Alors, paragraphe suivant, donc, cela ne veut pas dire que tous les points de vue sont également valables. Le fait est que des personnes ayant des visions du monde très différentes, aussi intelligentes ou stupides, ouvertes d'esprit ou bigotes, informées ou ignorantes qu'elles puissent être, peuvent généralement coexister pacifiquement, même à proximité les unes des autres, à moins que le gouvernement ne s'en mêle. Des personnes différentes peuvent ne pas s'aimer, ne pas approuver les croyances et les modes de vie des autres, et même critiquer ou condamner sévèrement d'autres cultures. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas coexister pacifiquement, les deux parties s'abstenant, comprenez bien ce dont il s'agit, de toute agression violente. Mais chaque fois que le gouvernement intervient, la coercition inhérente à toute loi garantit que les gens ne vont pas simplement s'entendre. Alors, des mots très forts. Merci Sandrine pour ta participation et bonsoir à toi. Merci de nous avoir rejoints et d'être active. Tu viens de poster le gouvernement qui ment. Alors, parmi les mots employés dans ce paragraphe, vous avez à nouveau entendu à plusieurs reprises, vous voyez à quel point c'est le thème de ce livre, le mot gouvernement. Et puis, on a parlé de cette faculté naturelle qu'auraient les gens de s'entendre entre eux si le gouvernement n'éprouvait pas le besoin, en fait, de se mêler de tout en pondant de multiples lois qui entraînent à la clé de la violence pour les faire appliquer. Alors, du coup, un autre exemple des effets indirects et délétères de l'action gouvernementale est le fait que la violence associée au commerce de la drogue, alors là, je vous rappelle, ça concerne principalement les États-Unis, la production et la distribution de substances illégales n'existent que grâce aux lois sur les stupéfiants. En interdisant une substance ou un comportement, même si tous les participants sont des adultes consentants, les politiciens créent un marché noir qui non seulement présente un énorme potentiel de profit en raison de la limitation de l'offre, mais crée également une situation qui prive spécifiquement les clients et les fournisseurs de toute protection légale. Par exemple, si un trafiquant de drogue est volé ou agressé par la police ou par quiconque, il est peu probable qu'il appelle les forces de l'ordre à l'aide. On comprend pourquoi. La mise hors la loi de quelque chose de consensuel, qu'il s'agisse de la prostitution, du jeu ou de la consommation de drogue, garantit presque que le marché sera contrôlé par le gang le plus violent ou celui qui aura payé le plus de policiers et d'autres fonctionnaires. La prohibition de l'alcool aux États-Unis en est un parfait exemple avant et après. Lorsque l'alcool est devenu illégal, il a été immédiatement pris en charge par le crime organisé, qui était réputé non seulement pour sa violence, mais aussi pour sa capacité à corrompre les agents et les fonctionnaires du gouvernement. Lorsque l'alcool est redevenu légal, toute la violence qui était associée a cessé presque instantanément. Alors, vous voyez que dans ce paragraphe, il est à nouveau question de cette fameuse loi sur la prohibition de l'alcool. Donc, pour faire simple, je poste ce mot alcool. Il a été également question du commerce de la drogue, de tout ce que ça entraîne lorsqu'une loi vient effectivement légiférer sur tel ou tel sujet, tel que la drogue, la prostitution, l'alcool et bien d'autres encore. On a parlé donc du coup des trafiquants de drogue et de tous ceux qui vont effectivement, du fait de la loi, tirer un juteux profit en faisant du marché noir des choses réputées
illégale. Alors évidemment, on a parlé encore des forces de l'ordre. Donc vous aussi, vous pouvez poster sur le chat, comme je suis en train de le faire, l'application de ce protocole que je vous poste dans la description de chaque vidéo que nous produisons, et également en commentaire épinglé, ce protocole s'appelant la lecture à haute voix. Alors dans cette lecture à haute voix, comme vous le voyez pour un instant, dès que je peux la localiser, eh bien, vous voyez que dans l'étape numéro 2, il s'agit de noter les idées, les mots, les expressions employées. C'est ce que nous reprenons de ce protocole. Et puis, évidemment, chacun a une tâche après chaque émission, c'est de fermer son smartphone ou son ordinateur et de raconter ce que vous venez d'entendre. Et puis, dans une étape numéro 4, eh bien, vous pourrez discuter après avoir raconté ce que vous venez d'entendre, des idées émises dans cet ouvrage. Écoutez les amis, un grand plaisir de continuer ce partage avec vous. On en était donc dans cet exemple qu'on vient d'évoquer de l'alcool et de la production et de la distribution de substances illégales. Donc, on va passer au paragraphe suivant. Malgré cet exemple limpide des horribles résultats de l'adoption de lois visant à interdire les vices, la plupart des gens continuent à soutenir les lois contre les comportements et les habitudes qu'ils jugent déplaisants. Par conséquent, la violence qui en découle se poursuit. Vous voyez que toute loi entraîne de fait des formes de violence. Au lieu d'être reconnu comme un problème qui existe à cause du gouvernement et de ses lois, il est toujours imaginé comme un problème contre lequel le gouvernement doit lutter. On pourrait dire la même chose de la violence infâme des usuriers qui s'occupent de jeux illégaux et de la violence des proxénètes dans les endroits où la prostitution est illégale. Dans de tels cas, mieux encore qu'une comparaison avant et après, il convient de procéder à une comparaison côte à côte. Les jeux d'argent entraînent-ils plus de violence à Atlantic City, où ils sont légaux, ou dans les endroits où ils sont illégaux? Posez-vous la question. La prostitution représente-t-elle une plus grande menace pour toutes les personnes concernées à Amsterdam, où elle est légale, ou dans tous les endroits où elle est illégale? Il ne s'agit pas de dire que la prostitution, les jeux d'argent et les drogues, y compris l'alcool, sont de bonnes choses, mais que bonnes ou mauvaises, l'introduction de la coercition du gouvernement dans la situation ne supprime pas ces vices, mais les rend plus dangereux pour toutes les personnes impliquées et souvent pour les personnes qui ne sont pas impliquées. Alors, merci Sandrine pour tes partages. Tout était calculé par l'étape profond, mais il n'est plus. Merci pour ta réflexion. Alors, concernant les mots, les expressions employées dans ce paragraphe, on parle, comme vous l'avez entendu, de prostitution en se posant la question, représente-t-elle une plus grande menace pour toutes les personnes concernées à Amsterdam où elle est légale ou dans tous les endroits où elle est illégale? On a fait la même chose, le même type de question concernant les jeux d'argent, en comparant Atlantic City et puis les endroits dans lesquels ils sont illégaux. Et on a bien compris qu'il ne s'agissait pas de dire que prostitution, jeux d'argent et drogue sont bons ou mauvais, mais simplement que l'introduction et la coercition du gouvernement dans la situation ne suppriment pas ces vices. Alors, au cas où quelqu'un s'imaginerait encore que ces lois sur le vice, une expression à noter, sont le résultat de bonnes intentions, les politiciens sont parfaitement conscients que le jeu, la prostitution et la consommation de drogues illégales sont toujours présents dans les prisons gouvernementales. Les politiciens savent parfaitement que si la captivité constante, la surveillance, les fouilles aléatoires et les punitions sévères ne peuvent empêcher de tels comportements chez des personnes maintenues dans des cages étroitement surveillées, les lois ne peuvent évidemment pas éradiquer de tels comportements dans un pays entier. Mais elles peuvent fournir, et fournissent effectivement, aux tyrans une excuse toute trouvée pour étendre sans cesse leur pouvoir, et c'est exactement la raison pour laquelle les gouvernements promulguent des lois sur le vice, pour créer de la criminalité là où il n'y en avait pas, afin de tenter de justifier l'existence d'un pouvoir et d'un contrôle autoritaire. Alors parmi les mots, les expressions employées, les mots de la fin, pouvoir et contrôle autoritaire, je pense que vous avez tous pu constater
les effets de ce pouvoir et de ce contrôle autoritaire à propos de nombreux sujets tout autour de vous. On a parlé évidemment de vice, V-I-C-E, et puis surtout des lois sur le vice qui créent de fait une criminalité. Et donc, évidemment, on a parlé une énième fois de gouvernement avec toutes les conséquences de la croyance dans la nécessité de ces fameux gouvernements. Dans un monde sans le mythe, il faut rappeler que ce besoin de gouvernement pour exercer une autorité est un mythe selon Luther, c'est ce que nous développons dans la version anglaise près de 200 pages et près de 155 pages en version française. Ça tient sans doute à la mise en page, non pas à la concision d'une langue sur l'autre. Donc, dans un monde sans le mythe de l'autorité, de nombreuses personnes, y compris cet auteur, désapprouveraient toujours fortement la consommation de drogue, la prostitution et d'autres vices, mais il est peu probable qu'elles soutiennent les efforts visant à réprimer violemment ces comportements. Non seulement ils ne se sentiraient généralement pas justifiés de prôner la violence s'ils n'avaient pas l'excuse de l'autorité pour se cacher, mais il est peu probable qu'ils veuillent fournir les milliards de dollars nécessaires pour mener une campagne violente à grande échelle contre des activités aussi répandues. Même la personne la plus critique aurait des incitations économiques et morales à laisser les autres en paix, ainsi que la crainte de représailles de la part de toute personne contre laquelle elle choisirait de commettre des actes d'agression. Bien entendu, la critique ouverte des modes de vie et des comportements, ainsi que les tentatives visant à persuader les gens de changer leurs habitudes, sont des éléments parfaitement acceptables de la société humaine. En fait, si les gens devaient essayer d'utiliser la raison et la persuasion verbale pour convaincre les gens, au lieu d'utiliser la force brute du gouvernement, encore une expression à noter, la force brute du gouvernement, peut-être que les cibles seraient plus ouvertes à l'écoute. Au moins, les gens ne transformeraient plus un problème de mauvaises habitudes en un problème d'effusion de sang et de brutalité, comme c'est le cas aujourd'hui avec toutes les tentatives de légiférer la moralité. Alors, merci pour toute votre participation sur le chat. Alors, fin de ce paragraphe, eh bien, vous l'avez entendu, tentative de légiférer la moralité. Tentative de légiférer la moralité. Voilà, et on a parlé par conséquent de nombreuses fois encore dans ce paragraphe, évidemment, de cette autorité dont le gouvernement serait le détenteur, qui est présenté évidemment comme une excuse pour commettre, le mot est également récurrent, toutes sortes de violences. Et donc, voilà un certain nombre de mots et d'expressions employées. Le revers de la notion, si c'est illégal, c'est forcément mauvais. Et si c'est légal, c'est forcément bon. Alors, c'est sans doute un titre de paragraphe, même s'il n'a pas été mis comme les autres titres en gras. Donc, le revers de la notion, si c'est illégal, c'est forcément mauvais, et si c'est légal, c'est forcément bon. Ou non, c'est peut-être la suite du texte. Bon, en tout cas, on voit que le revers de la notion, si c'est légal, c'est forcément mauvais, et si c'est légal, c'est forcément bon. L'exemple le plus frappant est peut-être le fait qu'en 1913, le gouvernement américain a non seulement légalisé l'esclavage par le biais de l'impôt sur le revenu, confisquant directement et par la force le fruit du travail des gens, mais a également, par le biais de la loi sur la réserve fédérale, légalisé un niveau de contrefaçon et de fraude bancaire qui laisse pantois. En bref, les politiciens ont donné aux banquiers la permission légale, placée entre guillemets, de fabriquer de l'argent à partir de rien et de prêter cet argent faux et fabriqué, moyennant intérêt à d'autres, y compris au gouvernement. Bien que la plupart des gens ignorent les détails de la manière dont ces fraudes et vols énormes se produisent par le biais des monnaies fiduciaires et des réserves fractionnaires, je vous invite à écouter Valérie Bugeaud à ce sujet, beaucoup de gens ont maintenant l'intuition que les banques font quelque chose de trompeur et de corrompu. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que c'est le gouvernement qui a donné aux banques la permission de frauder et d'escroquer le public de milliers de milliards de dollars.
de milliers, de milliards de dollars. Alors Muriel, bienvenue à toi, merci de nous rejoindre et de l'intérêt que vous portez évidemment à ce livre présenté comme l'un des livres les plus importants à lire par Marc Passio, et on partage évidemment, plus on le lit, plus on partage son avis, donc là il y a un effet vertueux, c'est important de rentrer complètement dans un livre avant éventuellement d'en faire une critique, comme c'est tout à fait également légitime. Donc, vous avez bien compris que, puisque je vous l'ai répété 3 fois, que le revers de la notion, si c'est illégal, c'est forcément mauvais, et si c'est légal, c'est forcément bon. Voilà pour une des expressions employées. Et puis, on a parlé évidemment de ce pouvoir que le gouvernement a donné aux banques, qui est une permission, en fait, il ne faut pas se cacher, ni se voiler la face. Le gouvernement a donné aux banques la permission de frauder et d'escroquer le public de milliers de milliards de dollars. Vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une bagatelle, et les détails de la manière dont ces fraudes et vols énormes se produisent par le biais des monnaies fiduciaires et des réserves fractionnaires, eh bien, sont ignorés par beaucoup d'entre nous. C'est la raison pour laquelle je vous propose et je vous encourage à lire le livre certainement très documenté. Il y en a probablement d'autres, mais en tout cas, il y a celui de Valérie Bugeaud concernant l'argent, je ne sais plus quel est le titre exact. Ensuite, la question de l'avortement est un autre exemple particulièrement controversé de la manière dont un débat sur la légalité peut l'emporter sur un débat sur les faits et la moralité. Un camp fait pression sur l'autorité pour rendre ou maintenir l'avortement légal, puis défend la pratique sur la base de sa légalité. L'autre camp fait pression pour que l'avortement soit hors la loi, dans l'espoir que la violence de l'autorité soit utilisée pour empêcher cette pratique. En termes logiques, la seule question pertinente, qui est une question religieuse, biologique, philosophique, et non une question juridique, est la suivante. À quel moment un fœtus est-il considéré comme une personne? La réponse à cette question détermine si l'avortement équivaut à un meurtre ou à l'ablation d'un rein. Cependant, au lieu d'aborder la seule question qui compte réellement, aussi complexe et controversée soit-elle, les deux camps s'efforcent généralement de mettre la violence de l'autorité de leur côté. Alors, vous voyez qu'il ne nous a pas échappé que ce paragraphe parle d'avortement et du véritable sujet de cet avortement, avec cette question, aussi dérangeante puisse-t-elle être, à quel moment un fœtus est-il considéré comme une personne? Et la réponse à cette question détermine si l'avortement équivaut à un meurtre ou à l'ablation d'un rein. Alors, autre exemple d'injustice légalisée, presque tout le monde sait à quel point les procès sont devenus scandaleux et irrationnels. Par exemple, les criminels qui s'introduisent dans la propriété et poursuivent avec succès les propriétaires après s'être blessés lors d'une effraction, mais ils ne se rendent pas compte que ce sont les décrets des juges nommés par le gouvernement qui permettent que cela se produise. En plus de permettre au gouvernement de voler légalement une personne pour la donner à une autre, le gouvernement crée également, par le biais du système actuel de litige, un mécanisme par lequel une personne peut directement et légalement en voler une autre. Donc, vous voyez cet autre exemple, après celui de l'avortement, d'injustice légalisée. Alors, je vais poster cette expression pour vous encourager à faire de même et de noter au fur et à mesure de l'écoute les mots, les expressions employées. Alors, n'hésitez pas à partager vos réflexions de façon à ce que cette émission puisse être la plus interactive possible. Donc, je poursuis. Les lois adoptées au nom de l'environnement sont également utilisées pour des prises de pouvoir. Alors, notez bien, les lois adoptées au nom de l'environnement sont également utilisées pour des prises de pouvoir immorales dans les deux sens. Avec suffisamment d'argent, une entreprise qui pollue réellement et viole ainsi les droits de propriété d'autrui peut échanger des contributions de campagne contre l'autorisation légale de polluer. Vous pourriez poster par exemple cette expression, autorisation légale de polluer. Dans le même temps, ils peuvent utiliser les lois environnementales
pour écraser la concurrence en créant et en appliquant un labyrinthe de réglementation environnementale dont beaucoup, vous en conviendrez, je suppose, avec l'auteur et avec moi, sont inutiles ou contre-productives, parfois idiotes, afin d'empêcher les petites entreprises d'entrer sur le marché. En outre, les politiciens peuvent utiliser de vagues menaces de dangers environnementaux comme prétexte pour prendre le contrôle de l'industrie privée, pour contrôler le comportement de millions de personnes ou pour extorquer plus d'argent à leur propre fin. Donc ça, c'est le paragraphe actuel. Paragraphe suivant, dans de nombreuses industries, le succès dépend désormais moins de la fourniture d'un service de qualité à un prix raisonnable que de l'obtention de faveurs spéciales et d'un traitement préférentiel de la part du gouvernement. Notez ce mot qui revient tout le temps, tout le temps. Cela peut prendre la forme d'aides directes, par exemple des subventions, d'échanges politiques, par exemple des contrats gouvernementaux sans appel d'offres, de systèmes de licence, comme dans l'industrie médicale, de droits de douane sur le commerce international, de contrôle réglementaire et de favoritisme, et de bien d'autres moyens encore. Les résultats de toutes ces mesures, prix plus élevés, produits et services de qualité inférieure, moins de choix, etc., sont souvent considérés comme le résultat des défauts de l'industrie privée, au lieu d'être reconnus pour ce qu'ils sont, les conséquences négatives d'un contrôle autoritaire sur l'interaction humaine. Alors, les mots et l'expression employés, contrôle autoritaire sur l'interaction humaine. Alors, pour ceux qui nous découvrent, je vous rappelle, le format de ces émissions est d'être d'environ 1 heure, ce qui fait que la lecture intégrale de ce livre, et là ça touche évidemment à nos limites, vous vous en doutez, peut-être aux vôtres également, ça nous prendra 20 émissions. Nous sommes à l'avant-dernière émission et donc nous avançons au rythme nécessaire pour boucler le tout demain soir. Il vous appartient de prendre des notes au fur et à mesure, d'avoir un petit calepin, bref, de faire une lecture qui soit la plus efficace pour vous-même, c'est vous qui vous connaissez. Et donc, je vous rappelle que concernant notre sommaire, on en est toujours dans ce thème important dans cette émission qui sont les effets secondaires du mythe. Donc, un terme très détaillé aujourd'hui. Les grands crashs économiques sont toujours le résultat de l'intervention du gouvernement dans le commerce, le crédit et les monnaies. C'est un livre sur la monnaie qu'a édité Valérie Bugeaud, ça me revient en lisant le terme. À moins d'une destruction physique totale, le seul moyen de détruire une économie entière est d'intervenir sur le moyen d'échange, l'argent, par le biais d'une contrefaçon légalisée, de l'émission de crédits fabriqués et de l'émission de monnaie fiduciaire. Alors évidemment, c'est des sujets qui pourraient prendre plusieurs émissions à eux seuls. La plupart des gens, ignorant les principes économiques de base, considèrent l'inflation et les autres problèmes économiques comme des phénomènes naturels, malheureux, mais inévitables. En réalité, il s'agit de symptômes d'une fraude et d'un vol légalisé à grande échelle. Maintenant, on vous parle des lois sur l'immigration. Les lois sur l'immigration sont un autre exemple de dommages indirects et de problèmes secondaires causés par le gouvernement. Outre la coercition directe évidente, ces lois causent d'autres problèmes qui n'existeraient pas autrement, notamment, premièrement, le racket lucratif est souvent vicieux de l'introduction clandestine de clandestins dans le pays. Deuxièmement, les clandestins sont des cibles faciles pour la traite des êtres humains et d'autres formes d'exploitation parce qu'ils n'osent pas s'exprimer ou demander de l'aide. Et troisièmement, les personnes sont forcées de vivre sous des régimes tyranniques parce qu'elles ne peuvent pas physiquement s'en échapper. Et comme les clandestins sont déjà considérés comme des criminels et souvent comme des indésirables, simplement parce qu'ils se trouvent dans le pays et qu'ils ne reçoivent ni respect ni protection de la part d'une grande partie des citoyens, ils sont moins incités à se comporter d'une manière respectueuse de la loi. Donc là, on vient de parler des lois sur l'immigration. Même de nombreux problèmes qui semblent être de nature non gouvernementale existent en raison d'une certaine loi. Bien sûr, il y aura toujours des cas de fraude et de vol commis par des individus sans scrupules,
agissant de leur propre chef. Mais la plupart des gens ignorent complètement combien d'escroqueries, de combines et de raquettes apparemment privées sont non seulement autorisées par l'autorité, mais encouragées et récompensées par les lois du gouvernement, que ce soit de manière intentionnelle ou accidentelle. N'ayant pas de marché véritablement libre auquel se comparer, beaucoup continuent à penser que la coercition de l'État est nécessaire alors qu'elle ne fait qu'entraver et interférer avec la productivité et le progrès de l'humanité. Voilà donc pour cet important paragraphe concernant, comme vous l'avez sous les yeux, les effets secondaires du mythe. Alors, deuxième thème pour cette émission, qui atteint déjà 55 minutes, eh bien, ce qui aurait pu arriver. Ce qui aurait pu arriver. Il est impossible d'imaginer à quel point l'histoire aurait été différente si la superstition de l'autorité s'était effondrée il y a longtemps. Il est évident que les atrocités commises par l'Allemagne nazie, la Russie de Staline, la Chine de Mao, le Cambodge de Pol Pot et bien d'autres encore n'auraient jamais eu lieu. En outre, bien qu'il puisse encore y avoir de violents affrontements culturels ou religieux régionaux, les guerres à grande échelle ne pourraient tout simplement pas se produire et ne se produiraient pas sans que les soldats n'obéissent aveuglément à une autorité perçue comme telle. Si l'énorme quantité de ressources, d'efforts et d'ingéniosité qui ont été consacrés à la destruction massive, la guerre, avaient été utilisés à des fins productives, où en serions-nous aujourd'hui? Question passionnante au final. Si au lieu de consacrer une telle quantité de temps et d'efforts à lutter pour savoir qui doit tenir les rênes du pouvoir et à quoi ce pouvoir doit servir, les gens avaient passé toutes ces années à être inventifs et productifs, à quoi ressemblerait le monde d'aujourd'hui? Alors là, je vous encourage à faire travailler votre imagination. Et si chaque personne avait été autorisée à soutenir ce qu'elle voulait, au lieu d'avoir un gouvernement qui vole tout le monde et qui se dispute ensuite sans fin sur la façon dont ces fonds publics devraient être dépensés. Et si, au lieu de se disputer pour savoir quel plan centralisé et autoritaire devrait être imposé de force à tout le monde, les gens vivaient leur propre vie et poursuivaient leurs propres rêves, qui peut imaginer à quel point l'humanité dans son ensemble aurait pu progresser aujourd'hui? Alors dites-moi si comme moi ça vous fait rêver ce type de questions. Vous voyez, ce sont des questions importantes et selon Anthony Robbins, nous pilotons notre cerveau grâce à la qualité des questions que nous lui posons. En tout cas, le cerveau est toujours tenté de répondre aux questions que nous lui posons. Autrement dit, encore faut-il lui poser les bonnes questions. Alors cela ne veut pas dire que sans la croyance en l'autorité, les conflits personnels ne se produiraient jamais, ils se produiraient et ils se termineraient parfois dans la violence. La différence est que, avec la croyance en un gouvernement, expression la plus importante du livre, il se termine toujours par la violence, parce que la coercition est tout ce que fait le gouvernement. La coercition est tout ce que fait le gouvernement. Alors que les gens, même ceux qui ont des points de vue et des antécédents très différents, peuvent généralement trouver des moyens de coexister pacifiquement. Toute situation dans laquelle l'autorité intervient est automatiquement résolue par la force. Vous voyez comment l'autorité se conjugue avec la force. Alors, en ce qui concerne la question du mariage homosexuel, que se passerait-il si, au lieu d'un débat permanent sur les opinions et les choix qui devraient être imposés à tous, chaque pasteur d'église, chaque employeur et chaque autre individu pouvait décider pour lui-même comment vivre, ce qu'il veut appeler mariage, et ainsi de suite. En ce qui concerne la question de la prière à l'école, que se passerait-il si, au lieu que le gouvernement crée un conflit hostile en confisquant de force l'argent de tous les propriétaires pour financer un grand système scolaire public homogène, chaque personne, chrétienne, juive, musulmane, athée, etc., était autorisée à choisir les écoles qu'elle souhaite soutenir le cas échéant?
Cela ne signifie pas que les personnes ayant des opinions différentes s'apprécieraient ou finiraient par croire aux mêmes choses. Cela signifie que, sans croire aux mêmes choses, ils pourraient coexister pacifiquement, une situation que le gouvernement ne permet pas. Et si, au lieu de laisser les agences gouvernementales décider des médicaments et des traitements médicaux que les gens peuvent légalement essayer et des praticiens qui sont autorisés à exercer, les gens pouvaient faire leur propre choix. Posez-vous la question. Dans un tel scénario, l'activité consistant à fournir aux coutumes des informations impartiales sur divers produits et services serait florissante. Alors, paragraphe suivant, les solutions gouvernementales consistent toujours à ce que les politiciens décident de la manière de traiter les différentes situations, puis imposent par la force leurs idées à tous les autres. Mais il n'est ni moralement légitime, ni efficace d'un point de vue pratique que les politiciens fassent les choix des autres à leur place. Et cela vaut pour toutes sortes d'aspects de la société humaine. À quoi ressemblerait le monde si au cours des 100 dernières années, au lieu de se disputer sur la manière de limiter par la force les options des gens, ce que fait toute loi, les gens avaient consacré leur temps et leurs efforts à essayer de nouvelles idées et à trouver de nouvelles approches aux problèmes, chaque personne ayant été autorisée à consacrer son temps, ses efforts et son argent à ce qu'elle choisirait personnellement de soutenir. Voilà. Pour ma part, je trouve ce thème est très enrichissant et fait bien travailler l'imagination. On est toujours dans le thème, vous le voyez sous vos yeux, de ce qui aurait pu arriver. Et puis les exemples que vous mettez sur le chat sont évidemment tout à fait éclairants. Alors maintenant, et si au lieu d'un système centralisé alors je vous remets le texte sous les yeux pour faciliter la lecture. Et si au lieu d'un système centralisé de redistribution forcée des richesses, aide sociale gouvernementale, on avait laissé les gens libres de décider eux-mêmes des moyens les plus efficaces et les plus compatissants d'aider les nécessiteux. Au lieu d'un système qui récompense la paresse et la malhonnêteté et qui engendre la dépendance, nous pourrions avoir un système qui aide réellement les gens. Et si au lieu que le gouvernement oblige les entreprises à faire ce que les politiciens et les bureaucrates déclarent être sûr, les gens pouvaient proposer de nouvelles idées et inventions, fixer leurs propres priorités et prendre leurs propres décisions sur la meilleure façon de se protéger. Et si, au lieu d'avoir une machine de contrôle centralisée, essayant de forcer les gens à être justes, les gens pouvaient choisir eux-mêmes avec qui s'associer, quels accords conclure, etc. Est-ce que ça vous plairait, une telle vie, Tout ce que le gouvernement finance crée un conflit. Chaque projet public, qu'il s'agisse de subventions accordées par le National Endowment for the Arts, de subventions pour certaines études ou entreprises, d'écoles, de parcs ou de tout autre projet public, revient à voler des millions ou des millions de personnes pour donner de l'argent à quelques-unes d'entre elles. Pourquoi s'attendre à ce que tous les habitants d'un pays entier, ou même une centaine de personnes, soient exactement d'accord sur la manière dont leur argent doit être dépensé? Et si au lieu de détourner et d'accaparer chaque année des milliers de milliards de dollars de pouvoir d'achat pour financer les programmes des politiciens et de leur bureaucratie, cette richesse avait été affectée à des projets auxquels les personnes qui ont gagné cet argent tenaient vraiment et qu'elles voulaient soutenir? Et si, au cours des derniers milliers d'années, chacun s'était occupé de ses propres affaires et n'avait pas essayé d'utiliser le gouvernement pour imposer ses idées et ses priorités à tous les autres? Et si, au lieu d'un monstre géant et centralisé, limitant violemment les choix de chacun, les options de chacun, la créativité et l'ingéniosité de chacun, essayant d'imposer la conformité et l'uniformité, tout en vidant les producteurs de leurs idées et de leurs richesses, différentes personnes et différents groupes avaient essayé de nouvelles idées et trouvé les meilleurs moyens de résoudre les problèmes et de créer un monde meilleur, guidés par leurs propres croyances et valeurs. Donc, vous avez remarqué toute une série de « et si » pour illustrer
ce deuxième thème et dernier thème par ailleurs de cette émission concernant ce qui aurait pu arriver. Alors malheureusement, cette idée terrifie encore beaucoup de gens qui continuent d'imaginer qu'un monde contrôlé de force par des politiciens serait plus sûr et plus civilisé qu'un monde habité par des êtres humains libres, exerçant leur libre arbitre et leur jugement individuel. Le fait est que les personnes qui font confiance au gouvernement pour faire fonctionner les choses, bien qu'elles soient largement majoritaires et qu'elles aient de bonnes intentions, sont le problème. En raison de leur endoctrinement dans le culte de l'autorité, ils continuent à croire et à promouvoir l'idée profondément folle que la seule voie vers la paix, la justice et une civilisation harmonieuse passe par une coercition constante et généralisée et des contrôles forcés du gouvernement, une oppression et un esclavage perpétuel effectués au nom de la loi et le sacrifice du libre arbitre et de la moralité sur l'autel de la domination et de l'obéissance aveugle. Aussi dur que cela puisse paraître, c'est la base de toute croyance en un gouvernement. Fin de paragraphe et fin de lecture de ce livre pour cette émission. Comme vous le voyez, la prochaine aura lieu demain, donc vous trompez pas d'heure, le jeudi, ça nous ramène à 20h. Ça va être l'émission qui va clore cette longue série d'été, série qu'on a eu évidemment grand bonheur à partager avec vous et qui, je l'espère, vous donnera des arguments, vous permettra de faire des distinctions très utiles et puis vous donnera envie de créer un monde où le libre arbitre n'est pas un vain mot, et puis un monde dans lequel nous pourrons, tous ceux qui sont concernés en tout cas, sortir des endoctrinements qui nous enferment et justifient au passage toutes sortes de violences. Alors quel est le programme pour demain? Eh bien, on va le voir sur le sommaire. Je passe à cette dernière diapositive pour demain. On va aborder l'acceptation de la réalité. On va aborder la punchline, revue et corrigée. Et puis, il y aura une dédicace que j'ai trouvée à la fois amusante, peut-être ironique. On parlera un petit peu de l'auteur en quelques lignes. Et puis, vous l'avez déjà sous les yeux. Je vous rappelle que cet auteur a un site et que par ailleurs, vous avez préparé également un petit lien que j'espère vous aurez envie de visiter. Alors, ce lien vous permet de voir que l'auteur a également un blog. Comme tout ça est en anglais, que ça peut freiner certains, eh bien, je vous ai proposé le lien qui passe par Google Traduction. Comme ça, vous avez directement le site en version française. Vous l'avez maintenant à l'écran sous les yeux. Ça, c'est le lien qui devrait être cliquable, au moins si vous êtes sur un ordinateur, qui vous permettra d'aller lire le livre et le texte de l'auteur. Alors, je vous rappelle qu'on a également posté aujourd'hui toute une série, c'est le cas de dire, même si c'est redondant, de posts dans notre communauté YouTube. Je vous mets les liens, par exemple celui du 4e de couverture. Si vous deviez présenter le livre à quelqu'un, bien voici le post qu'on en a fait aujourd'hui dans la communauté. Également un extrait du blog de l'Arcone Rose. Alors, l'obéissance est-elle une vertu ou est-elle un obstacle à la connaissance du bien et du mal telle qu'elle est dictée par la conscience? Et donc, voici les éléments. J'en ai fait la traduction pour vous dans un post sur notre communauté. Donc, le dernier post là doit se partager en deux parce que mon message est un peu long. Et puis, on a posté un extrait de la superstition, donc le présent livre que je suis en train de vous lire, la plus dangereuse. On en a fait également un post. Donc, voilà tous ces liens que je vous encourage à partager autour de vous de façon à ce que ces livres ne soient plus connus d'un seulement un petit nombre d'initiés, mais du plus grand nombre. J'espère que tout ça va vous donner du cœur à l'ouvrage et puis merci de nous permettre
bien de nous retrouver chaque soir. Demain sera le dernier pour ce type d'émission. Et puis, je vous rappelle que demain soir, on vous procurera, on vous partagera, en tout cas, au moins le dernier chapitre du livre que vous avez sous les yeux, qui s'appelle La fin du mal de Jérémie Locke. La fin du mal, Jérémie Locke. Vous voyez le nom de l'auteur en bas de l'image présente. C'est un ouvrage qui est vraiment passionnant. Une fois qu'on l'a en main, en tout cas ça a été mon cas, on a envie de le lire jusqu'au bout. Il y a toutes sortes de thèmes qui sont traités. Alors le thème du chapitre 2, eh ben, ça s'appelle la Terre. Et dans ce thème, on évoque dans ce chapitre, on évoque les thèmes suivants: principe versus loi, simplicité, qui vous êtes, la foi, le danger, l'autorité, occulter, le mal, contrôle. Ça se lit très bien, c'est facile à lire. Et puis le chapitre 3 est absolument essentiel. Alors merci de nous rappeler, Christian Le Cercle, et Emma Cruzy, bien sûr, a fait une excellente vidéo sur l'éducation. C'est toujours bon de le rappeler. Dans le chapitre 3, mais nous, vous savez qu'on fonctionne pour notre part de manière très centrée, c'est-à-dire que je fais l'hypothèse que c'est un livre que nous pourrions travailler des semaines et des semaines en se concentrant uniquement dessus, plutôt qu'en multipliant parfois de manière excessive le nombre de sources sans en assimiler aucune. Donc en tout cas, c'est le parti pris de notre émission. N'en soyez pas fâchés si vous pensez différemment, mais en tout cas, le parti pris de nos émissions est vraiment de rester très très centré sur un seul ouvrage, d'en tirer le maximum, d'en faire des résumés, de le partager avec d'autres, donc d'avoir finalement un nombre très minime d'ouvrages de référence, mais de les travailler les plus à fond possible, plutôt que d'avoir une bibliothèque de centaines d'ouvrages dont on n'a presque rien retenu. Alors le chapitre 3 sur l'autorité, concernant ce livre que vous avez sous les yeux, La fin du mal, eh bien, il évoque des thèmes tels que la violence, perspective, le principe de l'autorité, modèle de la tyrannie, guerre, ennemi, protection, preuve sociale, loi, contrôle de la parole, application, exemple dans l'histoire, primauté de la loi. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas vous évoquer évidemment tous les thèmes de tous les chapitres. On se contentera demain de vous partager le chapitre 9, La fin du mal. En attendant, il me reste à vous remercier pour toutes vos participations de ce soir et surtout pour votre très précieuse présence. Et puis, je vous donne rendez-vous, donc le prochain rendez-vous, vous le savez, demain soir, jeudi, aidez-nous à terminer en beauté. Jeudi, donc rendez-vous jeudi 31 août, le dernier jour du mois, pour cette ultime émission, en tout cas sur le thème de ce livre, à 20h. Voilà, merci à toutes celles et ceux qui ont été parmi nous ce soir. Et puis, je vous laisse en compagnie de notre générique. À tout bientôt, les amis. Portez-vous bien et à demain soir, je l'espère. Brisons les barreaux des prisons pour nos frères.